Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Et puis on a un invité, alors moi je suis content, c'est la première fois qu'il est dans On s'y retrouve, c'est Jonathan Peterschmidt, vous connaissez ce nom? Oui, c'est mon médecin. Oh, ça me dit quelque chose. Écoute, on est ravis de le savoir, mais Jonathan qui est là, hello Jonathan. Jonathan, je vais dire Docteur Peterschmidt, on est ravis Monsieur le docteur. de t'avoir, ravis de t'avoir avec nous. La France entière le connaît en fait. Oh là, oui. Ah, on l'entend pas. Alors, si on peut nous mettre le son aussi, si notre cher technicien Pedro peut nous mettre le son, on sera ravis. Alors Jonathan, je crois qu'on t'entend là, c'est parti. On m'entend? C'est parti? Oui, ça va? Excellent, bah écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Je disais que je me serais bien passé d'une célébrité semi-récente maintenant, mais en tout cas, être là en famille, c'est une joie. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Est-ce qu'on te demande encore de signer des autographes? Alors, en général, c'est pas ce qu'on me demande à l'époque, donc c'est pas plus maintenant, non. Bon. En tout cas, on est heureux de t'avoir. Moi, ça me semblait intéressant de t'avoir parce que tu es médecin généraliste, je le rappelle. Tu as une cause sur ton cœur et puis surtout, moi, c'est quelque chose, je préparais les émissions et je me disais, tiens, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'aborder, c'est les déserts médicaux en France. Les déserts médicaux en France, moi peut-être pour situer, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, toi tu as ton cabinet, mais où c'est peut-être pour les internautes qui nous suivent de Paris et qui ne comprennent pas ce qu'est le désert, qu'est-ce qu'on appelle désert médical en France? Alors, je ne sais pas si situer le village d'Aberthivillers pour les Parisiens sera très utile, mais pour situer ce que peut être un désert, faut s'enlever tout de suite de l'image, de la tête, l'image d'un désert qui serait physique, hein, avec une maison tous les 3 kilomètres et puis personne qui ne circule si ce n'est des animaux sauvages. Le désert médical correspond finalement à une inadéquation entre l'offre de soins et la demande. Et donc on peut se retrouver dans une zone qui est très peuplée avec énormément de demandes, mais même s'il y a des médecins, on peut le considérer comme un désert médical. D'ailleurs, c'est le cas effectivement dans la zone dans laquelle moi j'exerce. Donc à Bernvillers, pour préciser, pour nos amis parisiens. Et donc ça veut dire que concrètement dans ta situation à toi, il y a un médecin pour combien d'habitants? Alors là, c'est en train de fluctuer énormément puisqu'on a pas mal de départs en retraite actuellement, donc les chiffres récents sont à revoir. Mais pour donner un petit peu une idée, hein, une patientèle ici peut aller facilement 2000-2500 patients par praticien, sans forcer. Encore une fois, c'est juste les patients que tu auras déclarés. Tout en se disant qu'à côté de ça, il y a toute une partie de patients et dans notre secteur en particulier, une partie de patients qui n'est même pas déclarée puisque plus aucun médecin ne se sent en capacité de prendre en charge de nouvelles personnes. Ok. On pense que la situation française au niveau des soins, de l'accès aux soins, elle est désastreuse. Pour toi, ton observation, alors plus sur le plan national, c'est quoi un petit peu? Alors j'ai envie de dire, le cri d'alarme résonne depuis maintenant des années, hein. On n'a pas attendu la crise de la Covid pour pouvoir dire comme quoi on était dans une situation très compliquée et qui se promettait de devenir encore plus compliquée. Je rappelle, hein, pour l'anecdote, en parlant par exemple des urgences de notre hôpital ici à Mulhouse, l'été 2019, juste avant donc que la Covid ne soit mise en évidence dans notre secteur, la plupart des urgentistes ici étaient en grève et énormément de mes confrères et des collègues internes ont été en arrêt de travail, voire même ont quitté carrément le service, tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez de moyens et de possibilités de soigner correctement. Et c'est la même chose en ville. Donc la question du désert médical concerne essentiellement la ville et c'est pareil ici. Il n'y a pas de renouvellement de génération parce que tout simplement la question n'a pas été pensée. Ça n'a pas été, je pense, un sujet politique puisque la problématique est essentiellement les racines des mots est politique et c'est une question de décision. Et si tu me permets, tout à l'heure, je pourrais presque faire un lien avec ce que vous venez de dire sur la question de l'écologie. Ah bah vas-y, tu peux la faire. Hein. Vas-y, fais le lien. Alors allons-y. Donc pour moi, c'est un sujet qui est intéressant de vous écouter parler. Je trouve que c'est très enrichissant. Je dirais que je suis team Claude Gréder et mon amie Nathalie, même si je pense que c'est team tout le monde, mais c'est vrai que dans ce qui a été dit, ça m'a beaucoup parlé, puisque je crois qu'un des problèmes fondamentaux, notamment de la différence dans la problématique de l'écologie, c'est la question de la position de l'humain dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme en fait, puisque finalement on va dire dans la philosophie écologiste au sens philosophique du terme, l'être humain est devenu
quasiment un parasite pour notre planète. Et donc la question finalement, c'est même plus la nature en elle-même, c'est la place de l'homme dans la nature et sur la planète. Et c'est là que se fait la différence pour certains entre les environnementalistes et puis les écologistes au sens propre. Et pour faire le lien dont je te parlais à l'instant, je pense qu'on a le même type de problème en fait dans la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de santé est à quelque part déshumanisé. C'est-à-dire que l'être humain qu'on est censé soigner n'est plus au centre de l'attention. On est plutôt dans une attention qui est économiste. Et la question, c'est de faire le maximum d'économies, justement, de réduire au maximum les dépenses à parfois un prix qui est celui finalement du bien soigner, du bien traiter les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation, notamment des déserts médicaux, c'est une question de choix politique de placer l'être humain après d'autres priorités finalement. Est-ce que vous vous retrouvez dans... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je rejoins sur Jonathan parce que c'est une question que j'ai entendue d'un médecin lui-même, médecin généraliste, qui est maintenant à la retraite, que nous connaissons, et qui m'a dit il y a une petite dizaine d'années que lui-même déjà subissait et voyait arriver avec effroi ces années où les générations ne se renouvelleraient pas au niveau des médecins, parce qu'il y a 20 ans auparavant, donc il y a 30 ans, on avait décidé qu'il y aurait moins de médecins pour une raison très simple. C'est qu'on s'est dit, s'il y a moins de médecins, les gens iront moins se faire soigner, et donc finalement, ça coûtera moins cher. C'est le numerus clausus, ça. Entre autres, oui, entre autres. Mais c'est vraiment dans le but que les gens aillent moins se faire soigner pour coûter moins cher. Ceci étant dit, ça fait 30 ans qu'on connaît des déficits fréquents, récurrents de la Sécu qui toujours n'arrive pas à réduire ses dépenses. Et puis ensuite, on trouve l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que si d'un côté, on n'arrive pas à soigner les gens qui sont déjà, qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont largement contribué à la santé publique par leur activité professionnelle, et bien maintenant on a ajouté de nouveaux droits qu'on pose la question si vraiment c'était nécessaire que ces choses-là soient remboursées et que ce soit gratuit. Et je me dis mais c'est pas tout à fait correct. Je prends un cas très simple qui m'est arrivé à moi et à un ami de l'église qui était dans le même cas que moi. On était les deux couples stériles. Et la seule façon pour avoir des enfants était la PMA. Sauf que lui était suisse et moi je suis français. En PMA, on vous dit, pour qu'on puisse un PMA, on peut avoir 4 essais remboursés par la Sécu. Et on se dit, waouh, vive la France, merci beaucoup. Et honnêtement, j'en suis au bénéfice. Mon copain suisse, dont je tairai le nom, chez lui, il a dû payer de sa poche. Et ça lui a coûté 27 000 francs suisses, le premier essai. À moins d'avoir 120 000 euros de côté, 20 000 francs suisses de côté, on n'allait jamais faire 4 essais. Donc c'est un peu les différences. Donc on est à 25 km de la Suisse ici. Et il y a une autre approche un peu différente. Moi je plaiderais par exemple, parce qu'on a essayé de le faire, mais c'est un combat de titan pour par exemple l'adoption. Vous l'adoptez, mais c'est incroyable. Il faut se déshabiller presque pour être un bon père et une bonne mère. Donc je veux dire, il y a des logiques qui sont à mon sens illogiques qu'il faudrait revoir. Et alors par contre, et là je rejoins Jonathan, de laisser le pays par ceux qui ont justement contribué, notamment tous ceux maintenant qu'on accuse d'être des prédateurs de la sécurité sociale, les baby boomers. Mais c'est aussi eux qui ont travaillé. Ils ont travaillé des années et des années pour financer, pour cotiser à une sécu dont maintenant, effectivement, arrivés à l'âge où c'est arrivé, ils en ont besoin davantage que d'autres, parce qu'ils sont fragilisés par l'âge, c'est tout. Est-ce que, moi j'ai entendu une stat, alors si tu peux me la confirmer ou me l'infirmer, qu'un médecin sur 2 a plus de 60 ans. Ça se tient à peu près ou pas ? Alors ça dépendra dans quel secteur, mais oui, effectivement, ça peut se tenir. Pour te donner un peu une idée de la situation dans laquelle nous on est, dans le secteur où moi je suis, que je connais un petit peu mieux, on a une perspective dans les 5 ans de globalement 50 à 60% de départ en retraite. Donc ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, ce qui est demain, je veux dire là pour le coup, on est vraiment sur une échelle de temps qui est plus que réduite. Faut s'attendre à ce que la moitié des praticiens du secteur soient partis en retraite et dans quasiment la totalité des cas, ils ne seront pas renouvelés. Pour des raisons qui sont des raisons aussi d'attractivité. Je veux dire, la question aujourd'hui, c'est pas de faire uniquement ce constat un peu tragique et dramatique, puisqu'effectivement, il est difficile et c'est une question de confrontation parce que pour nous praticiens, c'est finalement devenu impossible de répondre à la demande et donc on peut se retrouver dans une situation où à force de s'épuiser soi-même, en fait, il y a une lassitude qui s'installe et donc un mal soigné par épuisement.
ou simplement une mise en retraite, en retrait, voire même carrément des abandons, hein, des gens qui s'installent, par exemple, on a parlé de la frontière, j'ai énormément de confrères qui sont maintenant transfrontaliers et qui travaillent en Suisse simplement parce que, notamment au niveau de leurs revenus et puis au niveau de leur cadre de travail, c'est beaucoup plus avantageux. Mais c'est vrai que là, pour le coup, cette perspective à très court terme, soit nous pousse à nous asseoir par terre et puis finalement à nous lamenter, ou alors se dire, mais bon, possiblement, c'est peut-être l'occasion de réinventer le soin, de réinventer la façon de soigner, et peut-être de se donner une chance de faire mieux dans certains temps. C'est sûr qu'il y aura une certaine latence, mais si on fait rien maintenant, on n'aura rien demain. Ouais. Avant peut-être même de venir sur cette solution, je trouve que c'est intéressant quand même de le mentionner, parce qu'il y a plein de gens qui, ils vont voir leur médecin, mais comme tout le monde qui a un besoin et on cherche à lui trouver une solution, mais les médecins restent des êtres humains et que il y a pour les derniers, j'ai envie de dire, pour ceux qui restent sur le champ de bataille, toute la masse de travail, de pression, cet épuisement que tu disais, etc. Alors peut-être moi, ma question, avant même de parler des solutions face aux déserts médicaux, etc., qu'est-ce que tu conseillerais à un patient, quelle serait la bonne attitude pour trouver le bon équilibre en fait entre son besoin et le besoin du médecin en face finalement. C'est une bonne question. C'est une excellente question et puis j'ai une réponse toute galvaudée et toute faite. Hein. En général, je leur dis écoutez, là, vu votre situation, il faudra aller voir un médecin. Il y a beaucoup de sous-entendus dans cette réponse. Hein. Elle est un peu difficile, mais finalement, ça nous met devant le fait accompli. Du fait que le patient, lui, a une demande qui est légitime. Ça arrive qu'il y ait des demandes qui ne le soient pas et puis on se retrouve avec des consultations qu'on aurait pu éviter. Mais dans une très 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 large majorité des cas, les patients ont des demandes légitimes. Et si leurs demandes sont légitimes, finalement, nous, en face, on peut se sentir aussi dans la nécessité d'y répondre, puisqu'ils ont raison de nous demander, ou d'essayer de nous demander. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en suis presque arrivé à la conclusion de dire, c'est pas parce que je peux que je dois. Tout simplement parce que si un jour, et il n'y a pas si longtemps que ça, je me posais la question de fermer mon cabinet, tout simplement parce que je ne me sentais plus la force. Et Claude, je pense, peut comprendre ce que ça peut vouloir résonner quand on dit on n'a plus la force, quoi. On a plus envie. On est là et on se dit j'aime ce que je fais, mais je ne peux plus le faire. Et là, pour le coup, on se met en mode sauvegarde et on s'isole. Et j'en suis aujourd'hui encore. Hein, je peux en témoigner aujourd'hui encore. Au stade où je me retrouve des fois avec par exemple des SMS de personnes que je peux connaître, que ce soit alors la famille, c'est peut-être un peu différent, quoique des fois j'ai un peu la même réaction, mais des connaissances, etc. où je n'ouvre même pas le SMS parce que je sais d'ores et déjà que tout aussi légitime que soit la demande, je suis plus en mesure d'y répondre. Et c'est pareil, je vis dans le village dans lequel j'exerce. Sortir ici et me promener dans la rue est quelque chose qui m'angoisse, qui me stresse. Ça me stresse parce que je sais que je vais rencontrer des gens qui, même s'ils sont formidables, c'est pas la qualité des gens, eux sont dans leurs droits, dans leurs demandes. Mais si je dois leur conseiller quelque chose, c'est de leur dire, c'est délicat parce que c'est aux tiers qu'il faut qu'on s'adresse. C'est à nos élus, c'est à ceux qui ont le pouvoir de décider, de faire changer, de faire évoluer les choses. Et pour des raisons très locales, j'ai pu me confronter finalement au monde politique en proposant peut-être certaines solutions locales. Et je me rends compte que la priorité qui peut être celle de moi, praticien, ou celle des gens qui ont des problèmes de santé, ne sera pas forcément celle des hommes politiques. Et je pense qu'au bout d'un moment, la responsabilité des gens, c'est de se saisir du souci, et peut-être parfois de passer d'un stade un petit peu de passivité, de dire c'est au médecin de régler mon problème, c'est à lui d'être disponible, ou éventuellement c'est aux élus de bouger pour faire en sorte qu'on ait plus de médecins, etc. C'est au bout d'un moment de se manifester d'une manière ou d'une autre et de dire écoutez, moi je suis dans telle situation, vous élus, qu'est-ce que vous me répondez? Peut-être solliciter les élus et trouver des solutions un peu inventives pour mettre en avant le problème et non pas seulement subir le problème. Mais c'est difficile de dire ça puisque, pareil, est-ce que c'est vraiment la responsabilité des gens de faire le travail de 30 ans de politique qui ont été des politiques qui sont tous allés dans le mauvais sens? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui la politique elle est en train de changer dans ce que tu suis un petit peu sur le plan... Est-ce que c'est encourageant pour les 30 prochaines années ou pas? Je dirais que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas une partie au moins, ou presque la majorité des hommes politiques ou des représentants politiques ont compris que c'était un sujet porteur. Donc, ça devient un sujet intéressant pour eux, puisque finalement, ils se sont rendus compte que si les gens commencent à être irrités par un problème, s'ils ne s'en saisissent pas, ça risque de leur coûter. Donc, est-ce que c'est une réelle prise de conscience des problèmes de fond, ou est-ce que c'est devenu un des nouveaux, le nouveau thème écologique à la mode, pour reprendre la discussion de tout à l'heure?
moi, je crains qu'en partie, ou en tout cas en grande partie, ce soit effectivement, voilà, on a un sujet qui peut nous apporter de l'attention, on le met sur la table. Est-ce que nous, on peut en avoir un bénéfice collatéral parce qu'ils prendront des décisions peut-être qui iront dans le bon sens? Je l'espère. Mais je crois clairement qu'il faut repenser peut-être effectivement la façon dont on aborde la question de la santé en France. C'est pas simplement à coup de budget supplémentaire, à coup de subventions, à coup même de certaines petites augmentations à la marge pour les soignants les plus les plus confrontés à cette problématique. Je pense à mes consoeurs infirmières ou à tous mes confrères hospitaliers. Mais c'est pour le coup traiter une des conséquences. Est-ce qu'à terme, on se posera des questions de fond pour vraiment traiter le fond? C'est ce que moi je peux espérer et c'est ce qu'on peut espérer pour les patients. Ouais. Alors, sans faire de la politique, mais quand même en période électorale ou bientôt, Jonathan, si vous étiez président, que diriez-vous à votre ministre de la Santé pour changer ces problèmes? Peut-être que ce que je lui dirais, c'est écoutez, prenez un petit peu de temps et allez écouter les gens qui sont sur le terrain. Les gens qui travaillent dans le concret et qui peut-être voient des solutions qui peuvent leur paraître évidentes à leur échelle, mais qui de loin dans un bureau à Colmar, à Strasbourg ou à Paris ne paraît juste pas logique, tout simplement parce qu'il n'est pas rentable. Je pense que dans beaucoup de secteurs de notre vie sociale française, et peut-être plus largement, un des grands problèmes qu'on rencontre, c'est que les décisions sont prises hors sol. Elles sont prises très 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 loin des problématiques et donc elles sont prises de manière déconnectée. Et donc, je pense que si j'étais président, ce que je me souhaite pas, parce que je ne me veux pas du mal, je partirais peut-être dans ce sens-là, dire, OK, prendre peut-être un certain temps, même si ça prend du temps, mais pour aller voir les principaux intéressés dans leurs différents domaines, que ce soit les urgences, que ce soit les généralistes, que ce soit les hospitaliers, et éventuellement prendre le temps d'écouter des solutions qui ne viendraient peut-être pas simplement parce qu'on a pris du temps derrière des statistiques, c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que tu penses que la question financière en France, c'est une question qui est une vraie question par rapport à un médecin? Moi, je me dis, un médecin qui fait 10 ans d'études, c'est sûr que des fois, ça peut être étonnant quand on entend qu'une dame sur Instagram à faire quelques placements de produits gagne 10 fois plus que le médecin qui fait 10 ans d'études pour montrer le nouveau t-shirt à la mode. Est-ce que tu as l'impression que la question financière, tu parlais des confrères qui partent en Suisse, etc. Est-ce que tu as l'impression que la question financière, elle mérite d'être posée sur la table ou c'est vraiment pas ça? Alors, elle fait partie clairement de la discussion, oui. Est-ce qu'il s'agit juste de réaugmenter encore une fois l'indice du point de la consultation, etc. Pas forcément, mais c'est vrai que quand on discute attractivité des métiers, et là je parle par exemple moi en tant que médecin de famille, médecin généraliste, quand tu sors de la fac et que tu choisis entre tes différentes options, à partir du moment où tu regardes aussi ta grille de salaire. Et il faut savoir effectivement qu'actuellement, les grilles de salaire les plus intéressantes en tant que praticien ou futur praticien, c'est plus dans les cabinets de radiologie que tu vas les trouver que quand tu es médecin généraliste. Donc, on part pas du principe de dire qu'il faudrait que les uns aient moins de salaire et les autres un peu plus, mais je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de libérer un tout petit peu la capacité peut-être des praticiens à développer leur activité. Parce que on a une particularité peut-être, encore une fois française, je ne sais pas, mais de vouloir toujours avoir une sorte de contrôle administratif sur ce qui se fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État n'a pas lui-même la capacité de maîtriser la dépense, de maîtriser finalement le coût, alors quand ça lui est imputé, on peut le comprendre, mais finalement, on a l'impression qu'il perd pied et qu'il va mettre tout de suite un gros pactage de règles qui va limiter finalement le développement. Aujourd'hui, si on regarde par exemple le développement des laboratoires d'analyse médicale, si on regarde le développement par exemple des pharmacies, si on regarde le développement d'autres métiers de la santé, on se rend compte que les collègues sont tout autant finalement dans le développement d'une activité économique que dans le développement d'une activité de santé. Et je crois que ça, ce serait peut-être une piste qui serait intéressante à creuser, de libérer un tout petit peu la créativité, je dirais, d'entrepreneurs, peut-être des soignants, pour leur dire, mais développez vos activités médicales, faites en sorte d'avoir finalement des projets qui soient des projets peut-être porteurs au niveau médical, mais qui vont aussi vous aider sur le plan simplement du développement économique, parce que à tout travail, dirait l'autre, mérite un salaire. Et je pense que ça, ce serait peut-être un moyen, sans peser forcément plus sur la sécurité sociale, de permettre en fait de développer des activités médicales et des projets médicaux. Donc, je crois que c'est un sujet, mais il faut pas le réfléchir à la française classique en disant on veut plus de sous, point.
Ouais. Il faut peut-être trouver d'autres moyens finalement de développer ces activités. Mais ça, Pour c'est lutter pas encore face à- notre, c'est pas dans notre ADN Non, ça n'est de pas. praticien installé qui finalement fait des consultations à 25 € toute la journée et qui le soir a juste envie de rentrer chez lui. Ça, c'est un autre débat. La question aussi de la culture et de la génération, je pense, elle joue aussi. Aujourd'hui, les plus jeunes, ils aiment travailler, enfin même au-delà du secteur médical, ensemble, en start-up, en choses comme ça. On parle, je sais que toi, il y a ce projet à cœur aussi d'un pôle médical, d'un centre où on rassemble en fait, parce que on n'a plus envie de juste être tout seul dans son coin à être le héros, mais de plus échanger ensemble. Je pense qu'il y a une vraie question générationnelle qui fait que quand on te dit on va t'envoyer tout seul à un endroit, c'est beaucoup moins motivant. Mais ce que Jonathan disait avant, je le coupe peut-être un instant, mais le problème de la France reste quand même cette espèce de contrôle étatique, surtout, moi j'étais dans l'enseignement, mais pardonnez-moi, vous ne pouvez pas créer sans avoir un contrôle féroce à l'entrée. Et quand vous êtes dans l'éducation nationale, il n'y a pas non plus, par exemple, ce que tu disais avant, la possibilité de travailler ensemble. On en parle des projets pédagogiques d'un groupement scolaire, mais dans les faits, c'est très peu vrai, parce qu'il n'y a pas non plus de hiérarchie, il n'y a pas de possibilité d'avoir des injonctions. Donc du coup, quelqu'un qui crée, il passe beaucoup de temps à mettre les gens d'accord, qui sont quelque part jamais d'accord. Donc à la fin, on est tout seul dans sa salle de classe. Et comme il n'y a pas de sous pour acheter du matériel, on fait avec les petits bouts de chandelle qu'on a, et puis ma foi. Pour rebondir là-dessus et pour je ne vais pas dire connaître le milieu, mais en tout cas être confronté assez régulièrement, puisque malheureusement je rencontre beaucoup de professeurs d'école ou de directeurs d'école ou d'enseignants en fait qui sont très souvent très fatigués de leur métier, mais pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais un peu comme moi, parce qu'ils sont fatigués de la façon dont ils sont obligés de le pratiquer. Et pour moi, l'éducation nationale et le ministère de la Santé sont des sœurs, si pas jumelles, mais en tout cas des sœurs très proches, tout simplement parce qu'elles sont gérées un petit peu de la même façon. Et elles sont gérées je pense que là on s'y retrouve encore plus peut-être dans l'éducation nationale, puisque nous on a encore le Stempel libéral, l'étiquette libérale pour nos amis parisiens. Mais dans les faits, finalement, aujourd'hui, l'éducation nationale qui va gérer de manière très carrée ces directives, nous, c'est un peu pareil avec les directives qu'on a des ARS, des sécurités sociales, qui finalement nous brident sur pas mal de choses et empêche malheureusement de créer un petit peu ce qu'on trouve dans d'autres pays où finalement, quand quelqu'un a des idées et de la volonté, il peut faire des choses. Malheureusement, ici, c'est quand quelqu'un a des idées et de la volonté, on essaie de le faire taire pour qu'il arrête de faire du bruit et surtout qu'il sorte pas du cadre. Et ça, c'est très dommage. C'est frustrant. Et je rebondis, j'enchaîne, parce que c'est un sujet qui m'inspire. Mais je rebondis sur la question générationnelle parce que je crois que là, clairement, on a un autre nœud du problème et des solutions. Donc, c'est de dire, nous, on a, et surtout en tant que praticien, parce que aujourd'hui, sans que ce soit quelque chose qui soit tiré la couverture à soi, mais aujourd'hui, on n'est plus médecin généraliste ou médecin de campagne ou médecin de famille uniquement, on est devenu ce qu'on appelle des spécialistes en médecine générale, tout simplement parce qu'on a un cursus qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous revendiquer d'une certaine spécialité. La médecine générale n'est pas juste une médecine par défaut, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et riche. Et aujourd'hui, quand vous avez des praticiens, et j'ai presque envie de changer de lexique, des praticiennes, puisque la quasi, non pas totalité, mais une très grande majorité de mes consoeurs sont des femmes, vous arrivez sur des générations de soignants qui n'ont plus la même logique que nos prédécesseurs. Pas uniquement parce que ce sont des femmes, parce que aussi la génération a changé. Et on se retrouve aujourd'hui, nous, avec une image qui nous colle à la peau, qui est celle quasiment du médecin sacrificiel qui est logiquement censé se lever à 3h du matin parce qu'on a une patiente qui accouche ou qu'on a un patient qui a un problème X ou Y potentiellement grave. Mais on oublie une chose, c'est qu'il y a 30 ans en arrière, le jeu était complètement inversé. À l'époque, c'était les médecins qui, à quelque part, couraient presque après les patients parce qu'il n'y avait pas assez de patients par praticien. Aujourd'hui, le fait est que que les choses sont complètement inversées et que les jeunes médecins qui sortent de la fac veulent faire un métier qu'ils aiment, mais ils ne veulent pas s'épuiser dans le métier qu'ils aiment. Ils veulent simplement travailler pour gagner leur vie et vivre une vie confortable et simplement avoir une vie avec un rythme normal. Et c'est ce qu'il faut pouvoir proposer aux médecins. Il faut pouvoir leur dire, OK, venez travailler sereinement, en ayant un cadre de travail qui vous plaise, en pouvant essayer de développer aussi cette activité qui est riche, parce que entre les soins de chirurgie, la gynécologie, la gériatrie, la pédiatrie, les soins de maladies chroniques, les soins de prévention, etc., on a des métiers qui sont extrêmement intéressants et riches, mais il faut avoir le temps de prendre le temps de faire les choses. Et c'est ça qu'il faut proposer aux praticiens, leur dire,
un cadre de travail et des conditions de travail qui sont simplement humaines en fait. Pas surhumaines, humaines. Jonathan, il a un rendez-vous et je me dois de veiller à son agenda. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Merci Jonathan. Avec très très grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et surtout, merci Jonathan aussi de nous sensibiliser à ça et pas de nous en sensibiliser en nous démoralisant, mais aussi en nous montrant qu'il peut y avoir des solutions. Donc j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont été touchés par ça, déjà à peut-être consulter aussi les élus, à encourager vos praticiens et à prier pour eux, vous qui avez le Seigneur, parce qu'ils en ont besoin vraiment aussi. Ouais. Amen. Donc merci beaucoup et puis bon courage pour encore la fin de ta journée. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Ouais, c'est sûr que si je le veux sur le plateau, il faut que je respecte ses horaires parce qu'il a un rendez-vous qui l'attendait là juste après. Mais le sujet est vraiment intéressant, il se fait pas en une seule séance. Je pense que non, parce que c'est des questions que je me posais aussi dans l'inverse. C'est par exemple, moi j'ai un tas de gens que je connais, moi y compris, je ne vais pas voir le médecin. Pas souvent parce que je me dis, si je dois y aller, je vais passer 2 heures, 3 heures dans une salle d'attente. Je n'ai pas le temps, ça passera. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer par exemple qu'on puisse éliminer un certain nombre de visites, de consultations, non parce qu'on ne veut pas y aller, mais parce que tout simplement on pourrait les gérer autrement, de la médecine entre guillemets à domicile, il y a les bobos qu'on peut soigner sans apprendre à soigner tout seul. Quand une abeille nous pique, c'est pas la peine d'aller voir le médecin. Je veux dire, il y a des choses où mais en ayant une femme infirmière, par exemple, je peux te dire qu'il y a des malades qui se retrouvent chez eux à la maison qui normalement devraient être à l'hôpital, par exemple, et qui se retrouvent à la maison. L'autre jour, mon épouse me parlait d'un monsieur, et qui est décédé d'ailleurs, mais c'est juste horrible, tout seul. C'est-à-dire que le monsieur, ils l'ont laissé aller à la maison parce que peut-être ce côté financier justement et économique, l'ont laissé rentrer à la maison. Donc le monsieur est tout seul, donc il ne mangeait plus et il est mort seul. Et les seules personnes qu'il voyait, c'était les infirmières qui venaient juste pour... mais elles-mêmes tellement débordées, c'est que cet homme, il est mort tout seul chez lui à la maison. C'est juste, des fois, elle me parle de certaines choses où c'est juste horrible, ça devient plus du tout humain. Et quand il parlait, Jonathan, et bon, il est très intéressant quand il parle, mais vraiment, et moi, il y a ce passage qui est venu qui est venu dans ma tête, comme ça, en disant, mais quand Jésus dit, je suis le berger, le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis. Et je me dis, mais un médecin, quelque part, il est un berger qui va prendre soin de ses brebis, de ses patients. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que face à ce système, ce n'est plus des bergers, ça devient des personnes qui sont enfermées aussi dans un système et qui ne peuvent plus répondre à un réel besoin et à vraiment prendre soin des gens. C'est là où pour moi c'est horrible. C'est normalement un métier de vocation. Et quand on essaie d'enfermer ta vocation dans un système économique qui n'est pas tant pour toi que pour des choix politiques et où c'est plus viable. Maintenant, moi je pense, comme dit et comme il l'a bien dit, on est dans la culture elle a changé. Il faut que la mentalité elle a changé. Il faut que est-ce qu'il faut que des grosses crises arrivent pour qu'effectivement les cartes se rebattent? Peut-être. On l'espère. Maintenant, l'État français, ça fait comme 200 ans qu'on est dans un jacobinisme ultra. On a du mal à déléguer. On voit bien, les décentralisations sont du mal à se faire. Je veux dire, on parle depuis des décennies de ce problème de déserts médicaux qui vont arriver. Maintenant, ils sont là. Et combien de temps mettra-t-on encore pour changer? Est-ce qu'il faut une bonne crise? Je ne la souhaite pas. Tu vois, moi, je voyais un reportage au Canada. Où les médecins, ils avaient eu le même problème, la même situation. C'était un reportage très intéressant, justement, ils faisaient le comparatif. Mais donc, ils ont décidé, le choix politique, c'est les jeunes, on les sort, les fraîchement diplômés, on les oblige à aller dans un endroit. Et s'ils refusent d'aller dans ces endroits où il n'y a personne, ils auront des malus sur leur rentrée. Ils veulent aller en ville, vous aurez des malus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont découvert des endroits super sympas, super agréables. Et en fait, c'est juste pendant 2-3 ans.
mais ça permet d'avoir un tournus et certains restent aussi. Et petit à petit, comme ça, ils développent ces faut-il qu'il y ait endroits. assez de jeunes qui sortent. Ouais, Et ça, c'est c'est vraiment Voilà. le souci. Quand tu vois que maintenant, il y a plus de médecins qui viennent des pays de l'Est pour exercer Oui, chez oui. nous. Et les nôtres qui partent en Suisse. Oui, C'est- et puis Ouais. peut-être aussi, ça, un calcul qui n'est pas dit ouvertement, mais parce qu'un jeune qu'on met en université pendant 10 ans coûte un prix, Ah bah oui. donc il coûtera moins cher. Peut-être ça coûtera moins cher de faire venir quelqu'un de l'Est qui a été payé, entre guillemets, par son état d'origine. On parle de pour soigner les encore une fois Français. d'économie. Bon bref, C'est on Mais- entre dans des considérations pas très Mais, sympathiques. mais il faut prier pour eux vraiment, parce qu'encore une fois, au-delà de toutes ces considérations qui semblent tellement loin de notre réalité, de j'ai besoin d'un médecin, il n'est pas là, il y a des hommes et des femmes aussi qui vraiment ont besoin de nos prières. Et puis, Bah oui. et puis je pense de les considérer comme des humains, pas juste des machines solutions à à nos prescrire. bobos ou nos Ouais, problèmes, ouais. ou des fois des choses très... Maintenant, il a abordé très un légitime. sujet, je n'ai pas voulu en parler publiquement parce que c'est aussi quelque part une question de confidentialité qui a le droit d'exister. C'est que, sachant que Jonathan est quelqu'un qu'on connaît bien, moi je l'ai connu comme ça, hein, voilà, la tendance serait aussi peut-être pour ceux qui le connaissent bien, en fait, comme il l'a dit, d'envoyer des SMS, écoute, j'ai un problème, machin bidule. Peut-être de dire aussi, écoute, je vais venir te consulter comme vraiment j'en ai besoin, quoi. Comme vraiment je ne suis pas Ah oui. bien. C'était un temps, pareil pour les pasteurs, on avait des coups de fil des fois, c'était... franchement... Et quand t'as raconté Mais leur disons vie. que je dirais que tout le monde se retrouve piégé dans l'histoire en fin de compte. C'est Dans le ça. Ouais, système, d'accord. c'est autant les patients que les médecins. Donc, Les amis, c'est là. le temps passe et C'est déjà fini ça fait Non. quasiment 1 heure, hein. Ça fait quasiment 1 heure qu'on discute, tu vois. Il nous manque le troisième sujet, Non, là. non, ben non. On va de report en report. On va Le sujet, s'arrêter. Moi, j'ai pris le- des J'ai- notes, j'avais j'ai- des idées. J'ai- J'ai j'ai- un troisième j'ai- sujet, les amis, ça fait il arrive pas à le 4 fois placer, qu'on hein. essaye. Mais là, je sais qu'on va dépasser de Mais très non, très loin. mais oui. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment riche comme ça. On le placera à un moment donné, je pense, dans la saison 10, dont on s'y retrouve, on arrivera à le caler.